écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Deuxième jour aujourd'hui à Palimé du séminaire gouvernemental. Ce premier rendez-vous de 2023 est destiné à évaluer le niveau d'exécution des projets prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale. Du matériel digital dans les boutiques Afritech à Lomé. Cette boutique a ouvert ses portes hier à Agouenivé, juste à côté du carrefour de Lyon. L'humanité doit changer de cap et mettre enfin l'eau au cœur de ses actions. C'est le plaidoyer hier vendredi du secrétaire général de l'ONU. C'était à la fin d'une conférence sur l'eau, une première depuis un demi-siècle. Sport, football, battu par le Burkina Faso hier, le Togo se prépare pour le match retour mardi au stade de Kégué à Lomé. Pour ce match qui sonne la revanche des éperviers face aux étalons, Madame le ministre des Sports et des Loisirs lance un appel à la mobilisation du public. Et puis, l'invité du journal, samedi pluriel, les échos du palais et la revue de presse à suivre. Palimé accueille depuis hier le premier séminaire gouvernemental de 2023. Le document en étude comprend 42 projets et réformes dans les secteurs socio-économiques. Le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé, préside les travaux qui revisitent l'action gouvernementale. Nabara Nafara Nouda. Le président de la République, Faure Essozina Gnassingbé, a ouvert ce vendredi à Palimé les travaux du premier séminaire gouvernemental de l'année. Cet exercice, qui est désormais une tradition observée tous les 6 mois par l'exécutif togolais, permet de faire pendant plusieurs jours la revue d'avancement des projets de la feuille de route gouvernementale pour en identifier les contraintes éventuelles et définir les actions à mener pour renforcer l'impact des différents projets. Durant 3 jours, les présentations dans une atmosphère studieuse vont projeter un éclairage pratique sur plusieurs sujets techniques allant des partenariats publics-privés à l'état d'avancement de chaque projet sectoriel inscrit à la feuille de route, en passant par les politiques transverses et les besoins d'ajustement des actions entreprises. L'équipe gouvernementale réunie autour du chef de l'État est appelée à une mobilisation renouvelée et à une accélération des actions qui doivent délivrer des résultats probants et avoir un impact sensible sur le quotidien des populations. Les axes de la feuille de route des projets prioritaires, les réformes et les jalons permettant de mesurer les progrès seront passés au peigne fin afin de recueillir, chemin faisant, les orientations du chef de l'État dont les maîtres mots sont l'efficience et le bénéfice des Togolaises et Togolais sur toute l'étendue du territoire, car le développement inclusif et durable recherché ne laissera personne de côté. Des projets et programmes réalisés grâce au matériel informatique et donc du matériel digital à disposition des sociétés, entreprises et du public. La boutique Afritech a ouvert ses portes hier à Lomé. Elle vend différentes gammes de produits de sécurité et de télécommunications. Raoul Tetuniaki. La boutique Afritech est spécialisée dans la recherche des solutions digitales. Elle est aussi un partenaire technique pour la transformation numérique des entreprises, aussi bien publiques que privées. Ainsi, des produits de performance et de qualité mondialement connus et très compétitifs sur le marché, tels que des vidéosurveillances, des contrôles d'accès, des alarmes anti-intrusion, de la téléphonie, des détections incendie, des fibres optiques et le système de gestion des hôtels y sont vendus. Ferdinand Ama, directeur général Afritech. Cette boutique, sa particularité, c'est dans l'accompagnement de nos clients. Nous avons décidé de choisir les meilleurs fabricants. Eclusion, il est le numéro 1 dans son domaine. Ça veut dire qu'il a du matériel de qualité qui peut répondre valablement aux besoins des clients et des sociétés de la place. Toute personne, sans exception, a besoin de la sécurité, que ce soit dans les domiciles, dans les boutiques,
dans les services, dans la rue. C'est vraiment d'actualité, surtout avec des voleurs qui viennent dans les maisons. Donc nous avons des caméras qui vont permettre, même à distance, de surveiller vos maisons, de surveiller vos boutiques, de surveiller vos entreprises. C'est l'une des raisons qui nous a poussé, parce qu'on a vu que sur le marché togolais, il n'y a pas une personne qui a pensé à mettre tout ça là à la disposition du public. Le Togo dispose d'une bonne situation en Afrique, d'un bon environnement commercial et d'une économie très dynamique. Ceci attire les partenaires comme Ikivision, le premier fabricant mondial des produits de sécurité basé en Chine, de collaborer avec Afritech. Michael Yen, responsable commercial Ikivision chargé du Togo. Ikivision, c'est une marque très connue dans le domaine des produits de sécurité et on est numéro 1 au chiffre d'affaires depuis 2011. Togo, c'est une hub commerciale pour les centres logistiques dans la région. Alors ici, l'environnement commercial et aussi économique, c'est très dynamique. Pourquoi on a choisi de développer Togo en tant que notre centre? On a choisi Afritech parce que ils sont très professionnels. Ils ont travaillé dans ce domaine il y a longtemps. Alors, ils ont réalisé beaucoup de projets avec succès ici au Togo. La boutique Afritech est située à droite du carrefour de Lyon en venant du sud. Les marchandises d'Afritech sont sûrement venues par la mer et les eaux togolaises ont accueilli hier un grand navire de croisière. Il avait à son bord 800 touristes. Plus de 300 sont descendus du bateau pour visiter quelques sites touristiques, suivant les impressions de quelques-uns. Je me sens bien dans cette population. Je viens de la Californie, en Amérique. Nous arrivons d'abord du Ghana. C'est un plaisir de visiter des lieux et d'apprendre leur histoire. La procrastination est le fait de remettre à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Cette manière de fonctionner est-elle une bonne chose? L'homme de la rue a donné son avis et c'est au micro de Pacom Johnson. Remettre à demain, c'est une mauvaise éducation. Même si tu vois ce caractère de tes enfants, il faut réagir en même temps pour qu'ils oublient ce système de remettre à demain là. Si le moment se présente, il faut réagir en même temps. Et d'abord, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Demain, c'est incertain. D'abord, tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Si tu reportes sur demain. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Je dirais qu'il n'est pas bien de remettre à demain parce que le temps avance, on ne sait de quoi demain sera fait. On risque d'être en retard, ou bien on risque de perdre une opportunité en le faisant. Donc le mieux c'est de le faire immédiatement. Donc dès qu'une opportunité se présente, on la saisit. Quand il y a un travail à faire, on le fait immédiatement. Pas qu'il faille remettre à demain ce qu'on peut faire à l'instant T. Hein. Et puis ça dépend des conditions aussi. Un rendez-vous par exemple, la personne n'est pas là pour votre entretien, on est obligé de remettre à demain. Hein. On est liés les uns aux autres. Selon les chercheurs, le fait de remettre à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui peut avoir une cause profonde. Bénédicte Kanda. Effectivement, en 2022, une étude a tenté d'expliquer les causes de la procrastination. Elle pourrait se justifier par la tendance de notre cerveau à décompter plus vite les coûts que les récompenses. Le cerveau tiendrait également compte de l'échéance de la tâche à réaliser. Plus elle est lointaine, moins l'effort paraît coûteux et moins la récompense paraît gratifiante selon l'étude. La faute donc à notre cerveau. Selon une psychanalyste, le cerveau a sûrement un grand rôle dans le fait de procrastiner, mais il n'est pas le seul responsable. On procrastine tous plus ou moins sans forcément s'en rendre compte. Remettre à plus tard des tâches ou des activités prioritaires n'est pas forcément mauvais en soi. Tout dépend de l'importance de la tâche à effectuer. La procrastination peut aussi être le signe d'une maladie ou du moins d'un trouble psychologique sous-jacent. Ce trouble est le plus souvent assimilé à de la paresse ou à un manque d'ambition. Les conséquences de la procrastination peuvent parfois être difficiles, expliquent les experts. Il y a la peur du jugement de la société, le renfermement sur soi et le développement d'un sentiment de culpabilité. Mais là encore, tout dépend du degré de procrastination. À chacun de trouver le juste milieu, estiment les experts, car, disent-ils, ça fait du bien aussi de reporter au lendemain certaines choses pour souffler un moment et repartir du bon pied.
La pénurie d'eau se généralise dans le monde. L'humanité doit donc changer de cap et mettre enfin l'eau au cœur de ses actions. C'est en substance la déclaration du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies hier à la fin d'une conférence sur l'eau, un rendez-vous inédit depuis près de 50 ans. Pour le Portugais Antonio Guterres, tous les espoirs de l'humanité pour l'avenir dépendent d'un changement de cap basé sur la science. Il s'agit ainsi de donner vie au programme d'action pour l'eau. Ce sont d'ailleurs des engagements pris lors de cette conférence. Le Mali et la Côte d'Ivoire ont décidé de renforcer leurs relations dans tous les domaines. Cette décision intervient après 3 mois de dénouement dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, jugés, condamnés puis graciés par le colonel Assimi Goïta, président du Mali. Les travaux de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays au niveau des experts maliens et ivoiriens se sont achevés hier. Les experts maliens et ivoiriens ne se sont plus rencontrés depuis 19 ans. Ce n'est pas normal pour deux pays voisins, ont reconnu les délégués des deux pays. Le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire, mais également l'un des plus gros fournisseurs dans plusieurs domaines. Cela fait 60 ans que les sœurs marianistes qui ont créé et dirigé le collège Adel de Kara sont présentes au Togo. Quelles ont été les œuvres réalisées dans le domaine social durant ces 6 décennies et quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain? Nathalie Kwanege reçoit pour cela Sœur Aniba, membre du conseil d'administration des Sœurs marianistes en Afrique. C'est l'invité de cette édition et donc Sœur Aniba au micro de Nathalie Kwanege. Sœur Marie-Gisèle Aniba, bonjour. Bonjour Madame Nathalie Kwanege. En 6 décennies, que peut-on retenir de vos œuvres dans le domaine social? Bien, ce sont ensemble grands mais en même temps petits. Nos sœurs sont arrivées à Kara le 8 septembre 1963 pour ouvrir un collège qui a commencé avec 23 élèves. Des filles seulement parce qu'en ce moment, les établissements avaient soit à accueillir les garçons ou bien les filles. Donc, c'est au regard du besoin de développement de la gente féminine que nos frères qui étaient là 5 ans avant nous, les frères marianistes, ont œuvré pour que leurs sœurs viennent pour être au service de la jeune fille. Le travail au service de la jeune fille est un travail social. Elles sont arrivées et il faut imaginer quel investissement cela a été et combien le collage a coûté durant de longues années. C'était donc une œuvre sociale qui continue encore aujourd'hui. Les fonds que nous recueillons de l'écolage ne sont pas aussi porteurs de tout ce que nous avons ici comme structure et comme qualité d'enseignement que nous voulons au sein du collège Adel. Ces jeunes générations que nous sommes en train de former participeront à continuer à faire vivre l'établissement. Le collège Adel, en dehors du fait que nous pensons que c'est une œuvre qui peut aussi faire des entrées, fait aussi beaucoup de social au regard des élèves qui n'arrivent pas à tenir avec les fonds de scolarité qu'on leur demande. Chaque année, nous avons à donner un coup de main au niveau de la scolarité des uns et des autres en fonction de l'étude des cas que nous avons, soit à travers l'un ou l'autre travail manuel qu'on peut leur demander et leur donner la possibilité de continuer. Autrement, ils se retrouveraient ailleurs. Là, nous pouvons situer notre œuvre sociale au sein du collège Adel. En dehors du collège Adel, où le collège est né en 1963, aujourd'hui, nous pouvons dire au Togo, nous avons 2 localités où nous œuvrons fondamentalement dans le social. En 1997, les sœurs sont allées fonder une œuvre à Tchébébé, vers le centre du pays, dans la préfecture de Sotouboua. Et là, nous avons pour mission de travailler à la promotion féminine, comme ce fut aussi pour le début du collège Adel. Mais là, ce n'est pas une œuvre spécifiquement scolaire que nous avons commencé. C'était pour animer des groupements féminins, parce que étant un milieu très rural, et la plupart, la population est vraiment impliquée dans les activités agricoles.
nous avons initié des groupements féminins où nous allons pour des entretiens à travers des causeries, débats sur des thèmes au niveau de la santé, du maintien de la famille, comment aider les enfants par rapport à leur scolarisation et aussi comment maintenir propre sa maison pour permettre toujours que la famille se sente bien, que les enfants grandissent dans de bonnes conditions. Il y a aussi des activités rémunératrices de revenus que nous initions avec elles de façon personnelle en leur octroyant des prêts pour démarrage d'activités qu'elles remboursent progressivement pour qu'on puisse donner la possibilité aux autres de faire les mêmes activités. Et à travers ces prêts, les femmes arrivent à se débrouiller parce que nous savons au Togo que la femme, c'est vraiment le centre de la famille. Les hommes sont là, ils font leur travail, mais la plupart des choses qui concernent la famille et les enfants et leur futur vraiment est dans la main des femmes. Voilà pourquoi notre œuvre l'a voulu ainsi. Mais en y étant, avec ce travail-là, nous avons vraiment constaté que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de besoins. En constatant qu'il y avait beaucoup, surtout de morsures de serpents, où les personnes étant dans les champs en train de travailler sont mordues par des serpents, ils sont un peu éloignés des lieux où se trouvent les structures sanitaires qui pouvaient mieux s'occuper d'eux. Donc nous avons initié de façon interne quelques possibilités de stock, surtout d'antivenimeux. Et aussi le suivi des personnes âgées dans leur famille, les personnes âgées laissées à eux-mêmes et surtout quelquefois accusées de sorcellerie, où les sœurs vraiment surtout dans les débuts ont œuvré beaucoup à leur côté et continuent d'œuvrer encore aujourd'hui parce que nous avons une sœur à Tchébébé, une sœur Marie-Sabine Pinida, qui travaille beaucoup avec les personnes âgées et les personnes aussi contaminées par le virus de VIH. Des personnes aussi qui sont dans le besoin pour le suivi du traitement de l'hépatite. À Tchébébé comme à Sotoubois, elle accompagne aussi des femmes avec leurs enfants aussi au niveau de ces structures sanitaires. Et vraiment, nous ne pouvons pas dire autre que de remercier beaucoup nos partenaires financiers qui continuent à nous soutenir dans ce travail. Parce que seul, on ne pourrait pas. Les gens n'arrivent pas à avancer vers les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et l'autre mission aussi dans laquelle elle œuvre, c'est le suivi des malades mentaux. Il y en a beaucoup dans le milieu et aussi dans les environs. Dans ce domaine, donc, nous sommes de plus en plus en train de réfléchir pour mettre en place un centre médico-social qui pourrait prendre en compte le soin des enfants. L'autre œuvre, c'est le centre médico-social de Pachilé. Ce centre est créé en janvier 2011, mais il n'est pas une œuvre spécifique des sœurs marianistes. C'est une œuvre conçue par un missionnaire SVD et qui, en collaboration avec le diocèse de Kara, a pu mettre en place un centre médico-social pour venir en renfort des besoins du milieu par rapport à la santé. Parce que Pachilé, je voudrais bien situer Pachilé. C'est un petit village dans la préfecture de Dampeng, juste à environ 5 km de Bapuré, un village historique. Et donc, à environ une vingtaine de kilomètres de la frontière Togo-Ghana. Dans ce petit village, ce missionnaire y est arrivé et il a constaté que les structures sanitaires, il n'y en avait pas. Une petite structure sanitaire était à Bapuré, dont je parle, et en dehors de ça, il fallait aller à Guerinkouka, qui est à environ 25 km aussi. Donc les femmes, pour pouvoir mettre au monde ou bien pour se faire suivre, c'était pas possible. Et donc les accouchements se faisaient à la maison. Et lorsqu'il y a des cas plus sérieux qu'on doit les conduire, c'est avec vraiment des moyens dérisoires. Donc il fallait voir. Ils ont vu avec le diocèse et trouvé un partenaire pour mettre en place ce centre. Pour le faire, ils étaient en contact avec les responsables des sœurs marianistes pour voir si elles pouvaient prendre en main ce centre-là. Donc c'est de ces négociations qu'est né le CMS de Pachilé depuis 2011 où œuvrent nos sœurs. Cela a commencé avec 3 sœurs, dont une assistante médicale et une assistante sociale et une responsable de la communauté. Elle travaille d'arrache-pied avec le district sanitaire de Dampeng au service de ces malades. Quelquefois, on a besoin d'agir avant de voir s'ils ont les moyens
de pouvoir honorer à leurs engagements. Et aussi, de plus en plus, comme nous l'avons dit, les moyens pour se déplacer urgemment d'un centre à un autre, nos partenaires nous ont permis d'avoir un moyen tel qu'une ambulance pour pouvoir véhiculer rapidement et aisément, pour pouvoir toujours être au service de ces personnes dans le besoin. Parlant du CMS de Patilé, qu'est-ce qui vous a marqué concrètement dans l'existence de ce centre-là? Beaucoup de choses sont assez marquantes. C'est un centre qui est à environ 90 km de la ville de Kara, et en prenant par le tronçon Kara-Kabou, que nous connaissons, qui est vraiment un tronçon pas assez aisé à parcourir, et pour pouvoir vraiment tenir, pour aider les personnes qui sont malades dans ce coin. Nous sommes encore dans la région de la Kara. Donc, quelquefois, quand nous les prenons, les malades, nous ne pouvons pas aller à Guérinkouka parce qu'eux aussi, ils ont des moyens suffisamment limités. Quelquefois, il faut aller à Bassar, ou puis arriver à Bassar, on dit qu'il faut aller à Kara. Donc, la rudesse des routes pour vraiment permettre aux personnes de survivre devant les cas qui se présentent est assez marquant. L'un ou l'autre de nos partenaires, pour arriver là-bas, nous ont demandé ce que nous cherchions dans ce coin. C'est vraiment un coin à développer, à tenir vraiment à l'œil pour le développement du Togo, parce que nous savons que c'est quand même un coin qu'on peut appeler le grenier du pays. Mais pour y arriver, les personnes qui œuvrent pour remplir notre grenier sont laissées pour compte, en quelque sorte. Donc c'est assez marquant. L'autre chose qui est la dernière chose que nous avons vécue est l'intoxication alimentaire d'une 50aine d'élèves qui nous laisse un peu voir dans quelles conditions vivent les personnes dans le milieu. L'hygiène n'est pas toujours au rendez-vous et les personnes vivent vraiment dans la précarité. Et donc ça nous marque en tant que missionnaires dans le milieu. Nous essayons d'œuvrer. Actuellement, nous avons mis en place une ferme agro-pastorale dans laquelle un peu de culture de légumes sur place pour permettre aux femmes de trouver quelques légumes pour manger, parce que ça participerait à leur santé. Nous avons aussi la ferme qui donne un peu d'œufs, les œufs et les poules que nous vendons lors des fêtes aussi, pour leur permettre de ne pas aller trop loin pour se trouver de quoi pouvoir marquer certains événements de la vie. Surtout l'intoxication nous a beaucoup touchés et nous appelle encore à voir comment œuvrer pour pouvoir aider les populations à la base pour une meilleure prise en charge d'eux-mêmes. Ma sœur, à vous entendre parler, vos difficultés sont énormes sur le terrain. Parlez-nous-en. Les difficultés à Kara se posent au niveau vraiment de mobilisation des fonds pour tenir notre œuvre comme une œuvre de qualité et qui puisse durer dans le temps. Avec beaucoup de changements actuels, et il faut penser que nous sommes une structure privée et nous avons, grâce à Dieu, encore des enseignants que l'État nous donne comme subvention et qui sont en train d'être retirés progressivement. Mais nous comptons encore sur la diligence de notre administration publique pour continuer à nous offrir des enseignants pour nous alléger la tâche par rapport au poids salarial. Les autres difficultés seront aussi presque du même ordre, c'est-à-dire au niveau financier, par rapport à notre structure de Tchébébé, qui, avec les groupements, avec le temps, nous sentons que ça demande de rénover ou de changer d'activité. On était seul dans le milieu et on faisait ce qu'on peut, mais de plus en plus, les ONG sont multipliées et qui font presque les mêmes choses. Et c'est là que nous sommes en train de penser d'avoir un centre médico-social en bonne et due forme pour continuer d'une autre façon notre travail auprès des enfants, auprès des femmes, des familles. Beaucoup de partenaires sociaux et internationaux sont là, qui donnent encore un coup de main. Nous lançons un cri d'appel aux partenaires intérieurs aussi. Au niveau du centre médico-social de Patilé, la grande difficulté aujourd'hui que nous avons là-bas, ça fait plus de 10 ans, mais seulement sous le coup de l'électricité solaire que nos partenaires extérieurs nous ont aidés à avoir, parce que c'est un milieu où il n'y a même pas de lieu pour héberger. Quand tu amènes un soignant de Kara ou de Lomé, il te demande où il va se réfugier. Donc, on a senti ce besoin-là et il fallait mettre en place un logement pour les soignants.
Et actuellement, il y en a pas mal de logements, que ce soit pour les accompagnants ou pour les stagiaires et maintenant pour les infirmiers eux-mêmes. Donc, pour dire que nous avons besoin de petites choses comme ça pour tenir à la qualité du service. Il y en a qui nous aident, soit pour envoyer un stagiaire qui est de l'ANVT et autres aussi que nous reconnaissons recevoir. Et pour tout cela, nous disons aussi déjà merci à l'un ou l'autre qui agit de façon discrète pour soutenir ces différentes œuvres. Merci, sœur Marie-Gisèle Aniba. Merci vraiment pour votre diligence pour venir à nous dans le contexte de notre jubilé de diamant. Sœur Marie Aniba, au micro de Nathalie Kwanege, et les sœurs travaillent pour le bien-être des enfants. Le droit à la vie est reconnu à l'enfant au Togo comme un droit fondamental et primordial qui ne peut lui être enlevé. Même si des sensibilisations sont menées à l'endroit de la population, l'infanticide, une pratique visant à provoquer la mort d'un enfant de moins de 12 mois de manière intentionnelle, subsiste. Dame Mariama, tombée sous le coup de la loi, a été jugée à la cour d'assises de Lomé. Écho du Palais, Elena Sabi revient sur les faits. Dame Mariama était à la barre pour éclairer la cour d'assises de Kara sur les raisons qui l'ont conduit à tenter de commettre l'infanticide sur son nouveau-né, une fillette qu'elle venait d'accoucher et qu'elle a jetée dans les latrines de l'école primaire publique Gonjuaga dans la préfecture de Pendjal. Ce bébé a eu la vie sauve grâce à un individu qui, voulant se soulager dans ses latrines, a entendu les pleurs du nouveau-né. L'intervention de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers a permis d'extraire le nourrisson vivant qui a été conduit à l'ONG SOS Village d'enfants de Dapaon. Au cours de l'interrogatoire, Dame Mariama explique son acte ignoble par le désespoir et le chagrin. Désespoir parce que son mari avec qui elle a eu 5 enfants l'a abandonné plus de 3 ans et son copain et père de l'infortuné bébé s'est lui enfui, la laissant à elle-même. Le manque de moyens pour supporter ce bébé, en plus des 5 autres enfants, et le souci d'éviter le déshonneur ont été à l'origine de ce crime, lit-on dans l'acte d'accusation. Des arguments qui, selon le parquet, ne peuvent pas tirer l'accusé d'affaire. Le parquet a demandé à la cour d'être vigilante pour prendre une décision à la hauteur de l'acte commis. Il a requis donc l'application des articles 46, 171 et 172 et demandé à la Cour de reconnaître coupable des faits Dame Mariama et en répression prononcée contre elle 10 ans de réclusion criminelle. Le malheur de ma cliente, c'est d'avoir rencontré 2 hommes irresponsables. Je ne vous demande pas de faire œuvre de justice, mais une œuvre bonne pour rendre à la femme toute sa dignité, a plaidé la défense. Dans le verdict qu'elle a rendu, la cour d'assises de Kara a condamné l'accusé à 5 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. À samedi, Elena Sabi se communiquait de la Loterie nationale togolaise, Lonato, avec Nabara Nafaranouda. La Loterie nationale togolaise informe la population en général et les parieurs en particulier que suite aux perturbations constatées sur le réseau de communication de Togocom, la clôture de la prise des enjeux de l'Autosam numéro 300 de ce samedi 25 mars 2023 est reportée au lundi 27 mars 2023 à 9h. Le paiement des gains du Lotosam numéro 300 se fera le lundi 27 mars 2023 après le tirage. Par ailleurs, la clôture de la prise des enjeux du loto diamant numéro 1154 est reportée au mardi 28 mars 2023 à 10h. Le paiement des gains du loto diamant numéro 1154 se fera le mardi 28 mars 2023 après le tirage. La Lonato vous remercie pour votre compréhension. Les Olympiades de la francophonie ont pris fin hier à Lomé. L'école supérieure des affaires ESA a remporté le trophée en finale du football masculin en battant Essiba. Cette activité met ainsi fin à ces Olympiades de la francophonie. Raoul Tertuniaki.
Durant 5 jours, les étudiants des universités de Lomé et Siba, EAMO, LBS, IAEC et ESA ont rivalisé d'ardeur et d'intégrité pour marquer les différentes manifestations de ces Olympiades de la francophonie. Il s'agit notamment du marathon, du basketball et du football. Cette célébration a permis de mettre en exergue les valeurs de solidarité, du dialogue des cultures, de partage et d'échange autour de la langue française. Cette édition 2023 s'achève sur un bilan positif, selon le directeur général de ESA, Charles Birega. Cette semaine de célébration de la francophonie, nous avons vu que les jeunes étaient très intéressés. Ils ont participé activement et vraiment nous nous réjouissons. Nous rendons grâce à Dieu que cette première édition a connu forte participation. L'essentiel, c'était de célébrer la langue française, qui est un vecteur de communication, donner de la joie à la jeunesse étudiante de l'ESA et des autres écoles. Nous avons créé un département sportif, nous avons recruté un diplômé de l'école de l'Institut national de jeunesse et sport, qui a permis donc de détecter les meilleurs talents de l'ESA. Le meilleur a gagné, mes étudiants ont bien joué et je les félicite pour cette victoire. L'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie en Afrique de l'Ouest ont été au centre de cette organisation. Professeur Nyon Baba, directeur de l'Agence universitaire de la francophonie. Je me réjouis que ESA ait accepté d'abriter la première édition des Olympiades de la francophonie. Je suis plus que satisfait. C'est la première fois que ce genre d'activité s'organise au sein de notre communauté. Et ESA a montré toutes les capacités qu'on lui connaît dans l'organisation et puis le sponsoring. Dans les programmes de l'Agence universitaire de la francophonie, la place est faite à la jeunesse. Et donc il fallait profiter de ces Olympiades pour créer une ambiance entre les jeunes des différentes institutions membres de notre organisation. La finale du match qui a mis fin aux manifestations a vu la victoire de ESA sur son adversaire de Esiba, 5-0. La page des sports, le Togo a été battu hier par le Burkina Faso. 1-0, c'est le score de cette troisième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. La phase retour des 8 mardi prochain avec la 4e journée. À cet effet, le stade de Kégué va accueillir le face-à-face Togo-Burkina Faso. Occasion pour les éperviers de prendre leur revanche sur les étalons. L'apport du public est alors sollicité pour cette victoire car en gagnant les 3 matchs restants, le Togo va se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. À ce titre, voici l'appel de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama. Public sportif togolais, hommes, femmes, jeunes, enfants, papa, maman, frères et sœurs de la diaspora, amis du Togo, chers supporters, l'heure de la mobilisation a à nouveau sonné pour qu'ensemble nous communions avec nos ambassadeurs du football, nos éperviers, pour la double confrontation marquant les 3e et 4e journées des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Le vendredi 24 mars, en aller, le Togo affronte le Burkina Faso à Marrakech au Maroc et le mardi 28 mars, ce sera le match retour sur la terre de nos aïeux au stade de Kégué. Je nous invite donc tous à un sursaut patriotique et à l'union sacrée autour de nos éperviers pour la qualification du Togo à la phase finale de cette CAN en Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, ensemble nous avons commencé, ensemble nous poursuivrons et réussirons la renaissance de notre football. Tous éperviers, en toute espérance pour la patrie. Vive le Togo. Je vous remercie. Dans l'autre match du groupe, le Cap-Vert et Eswatini ont fait 0 but partout et pour le moment, le Burkina Faso est premier du groupe avec 9 points, suivi du Cap-Vert 4 points, Eswatini est 3e avec 2 points, devant le Togo 1 point.
Voici à nouveau ce communiqué de la Loterie nationale togolaise, le NATO, et c'est avec Nabara Nafaranouda. La Loterie nationale togolaise informe la population en général et les parieurs en particulier que suite aux perturbations constatées sur le réseau de communication de Togocom, la clôture de la prise des enjeux de l'Autosam numéro 300 de ce samedi 25 mars 2023 est reportée au lundi 27 mars 2023 à 9h. Le paiement des gains du Lotosam numéro 300 se fera le lundi 27 mars 2023 après le tirage. Par ailleurs, la clôture de la prise des enjeux du Loto Diamant numéro 1154 est reportée au mardi 28 mars 2023 à 10h. Le paiement des gains du Loto Diamant numéro 1154 se fera le mardi 28 mars 2023 après le tirage. La Lonato vous remercie pour votre compréhension. La revue de presse pour boucler cette édition, la CENI qui teste son matériel d'enrôlement des électeurs, le chef de l'État, Faure Essouzena Gnassingbé, qui renforce les liens de coopération entre le Togo et le Niger en invitant à Lobé son homologue nigérien, suivi du lancement des travaux d'extension de la centrale photovoltaïque de Blita. Voilà des titres à la une des parutions de cette semaine. Léontine Atogima. 60 000 ménages à desservir. De plus, c'est l'objectif de l'extension de la centrale solaire de Blita, relève le bi-hebdomadaire l'Union pour la Patrie. Chronique de la semaine renchérie en précisant qu'il s'agit de la troisième phase du projet et elle va porter la capacité de la centrale de 50 à 70 mégawatts qui facilitera la fourniture d'énergie fiable propre à toutes les localités. Un pas de plus vers un accès universel à l'énergie, souligne le tonnerre. Voilà les vainqueurs. Rappelle que la vision du gouvernement est de porter à 100% le taux d'électrification rurale d'ici 2030. Bien avant le lancement des travaux d'extension de la centrale de Blita, le chef de l'État a reçu en visite de 48 heures le Nigérien Mohamed Bazoum. Le Togo et le Niger redynamisent leurs relations commerciales grâce au port de Lomé. C'est le titre de Focus Info à sa une. Le bimensuel rapporte que la plateforme portuaire constitue un moteur de développement économique du Togo puisqu'elle permet de desservir les pays de l'Hinterland dont le Niger. Le chef de l'État a donc rassuré son homologue nigérien de la détermination de son pays à continuer de desservir le Niger, ajoute Focus Info. Petit à petit, on s'approche des élections. Le recensement électoral dans les prochaines semaines annonce Gazelle Info. Tout est pratiquement prêt pour démarrer l'une des étapes importantes dans l'organisation des élections, le recensement électoral, note écho du pays. Le journal tire son affirmation d'un exercice de simulation organisé par la CENI pour tester ou encore pour expérimenter en conditions réelles le matériel ainsi que le processus d'enrôlement. La Commission électorale nationale indépendante est donc rassurée du bon état des kits de recensement, souligne Chronique de la semaine, qui estime qu'une bonne organisation électorale passe d'abord par la fiabilité du fichier électoral. L'enrôlement des électeurs peut débuter dans quelques semaines, a confirmé le président de la CENI, Yabré Dago, dans les colonnes de la parution. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Pluriel, c'est fini pour aujourd'hui. Retenez pour l'essentiel que c'est le deuxième jour aujourd'hui à Kpalimé du séminaire gouvernemental. Ce premier rendez-vous de 2023 est destiné à évaluer le niveau d'exécution des projets prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire.